Mars 2020. Le monde retient son souffle, le sport s'arrête, les frontières ferment. Pour Maxime Vachier-Lagrave, c'est le coup de grâce. Pour la 4e fois, en 3 ans, il a raté la qualification pour le tournoi de sa vie, le tournoi des candidats. À 29 ans, le numéro 1 français commence à accepter l'inacceptable. Il est peut-être le génie maudit, celui qui est trop fort pour le reste du monde, mais pas assez chanceux pour le destin. Mais un appel mystérieux peut tout bouleverser. Mais pour tout bien comprendre, on va revenir 20 ans en arrière. Du Nao Chess Club où j'ai eu la chance de le côtoyer, jusqu'aux plus belles tables du championnat du monde. On va parler d'un génie précoce qui a donné envie à des millions de Français de découvrir le monde des échecs. He is the winner! Maxime Vachier-Lagrave, the Frenchman. He does the impossible. He beats Magnus Carlsen in 2 matches. Do you think you're a genius? Yes. Maxime est né en 1990 à Nogent-sur-Marne. À première vue, c'est un enfant comme les autres. Il aime courir, il aime le foot, mais très vite, ses parents, un père ingénieur et une mère prof de lettres, remarquent que le câblage interne de leur fils est un peu différent. Maxime est fasciné par les chiffres. Il passe des heures à jouer avec sa calculette, à explorer les opérations, à comprendre la logique du monde par les mathématiques. Je l'ai vu en train de déchiffrer un texte, je me demandais, alors j'ai été voir sa maîtresse, j'ai dit mais j'espère qu'il comprend ce qu'il lit parce que là ça a l'air un peu mécanique, enfin il déchiffre mais bon. Mais il savait lire. Mais il savait lire, oui. Noël 1995. Maxime a alors 5 ans et ses parents cherchent un cadeau qui pourrait canaliser cette énergie cérébrale débordante. Ils lui offrent une petite boîte noire et grise. Un premier jeu d'échecs où il peut jouer contre l'ordinateur. Son père lui apprend les règles, comment bouger le cavalier, comment se déplace la tour, comment faire échecs et maths, et c'est à peu près tout. En septembre 1996, à peine âgé de 6 ans, Maxime pousse pour la première fois la porte du club d'échecs de Créteil. Dès que Maxime s'assoit devant l'échiquier, la calculette dans sa tête se met en marche à une vitesse terrifiante. L'ascension peut commencer, et elle va être fulgurante. La tête de Maxime apparaît déjà dans les journaux spécialisés. Au bout de quelques mois, il parvient à gagner des compétitions départementales, régionales et même nationales. Le talent est indéniable. Il faut se rendre compte qu'il a déjà aux alentours de 2200 Elo FIDE, ce qui correspond au top 1% des joueurs français alors qu'il n'a même pas 10 ans. Et je ne peux résister à l'envie de vous montrer les échecs pépites qu'il a envoyés contre Karyakin. Maxime ici a les noirs. C'est une position qui est fermée où chaque joueur doit jouer des petits coups pour améliorer légèrement sa position. Enfin, c'est ce que Karyakin pensait. Joue le coup anodin, tour C2, et là, Maxime envoie les échecs pépites. Il joue le coup incroyable, fou H6. Karyakin décide de prendre le fou. Maxime fait un échec à la découverte avec cavalier prend B3. Il attaque le roi avec la dame et en même temps, il attaque la dame. Mais la variante ne s'arrête pas là, car Karyakin a une bonne ressource, fou E3, il part l'échec tout en attaquant la dame de Maxime, qui joue la seule bonne continuation, tour prend C2, Karyakin joue la meilleure défense en jouant dame D3, toutes les pièces sont en prise sur l'échiquier, Maxime joue cavalier C1, attaque la dame et le fou, échange de dames, et après liquidation de la position, Maxime se retrouve dans une position avantageuse. Et toute cette variante-là, il fallait l'avoir totalement calculée dès ce coup, x6 évidemment. Donc imaginez la puissance de calcul de Maxime à peine 10 ans. Créteil devient trop petit pour Maxime, il devient plus fort que son entraîneur de l'époque, Eric Birmingham. L'élève vient de dépasser le maître, il est maintenant temps de trouver un grand maître. À l'aube des années 2000, le paysage des échecs français est bouleversé par l'apparition d'un club hors norme, le Nao Chess Club. C'est en plein cœur du 16e arrondissement, avenue Foch, que naît ce club déjà mythique. La mécène Naël va convaincre non seulement les meilleurs joueurs français de l'époque, mais également le gratin des joueurs internationaux. Regardez la composition
de l'équipe. Vous reconnaissez sûrement Étienne Bacrot, mais également le meilleur joueur français de l'époque, Joël Lautier, ainsi que sa femme, la meilleure française, Almira. Au fond à gauche, Laurent Fraissinet et Sébastien Mazet, le capitaine. Tout ça accompagné de stars internationales, Peter Svidler, Michael Adams et Alexander Gritschuk. Il y a une seule personne dont je n'ai pas parlé sur cette photo, Arnaud Hochart. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. C'est dans cette atmosphère de galactique, entre les boiseries du 16e et les grands maîtres, que Maxime va passer ses années de formation les plus cruciales. Mais pour transformer ce diamant brut en arme de précision, il lui fallait un architecte. Nicolas Spiridonov est un grand maître bulgare qui entraînait tous les jeunes du Nao Chess Club. C'est donc également mon entraîneur. Un jour, en analysant une de mes parties, il me disait que je touchais mon oreille gauche comme ça, au lieu de la toucher comme ça. Vous me direz en commentaire si cette anecdote était intéressante pour la vidéo. Moi, elle m'a marqué à vie. Spiridonov identifie chez Maxime deux forces. Une capacité de calcul digne d'un processeur de dernière génération et un tempérament qui refuse la passivité. Alors, il va lui transmettre un héritage qui définira toute sa carrière. La défense Grunfeld. C'est une ouverture ultra agressive, complexe, où le moindre faux pas mène au précipice. Pour n'importe quel autre enfant, ce serait trop risqué. Mais pour Maxime, c'est le terrain de jeu parfait. Sous l'aile de Spiridonov, Maxime a une réponse contre D4 ultra agressive. Il apprend à imposer son chaos calculé à ses adversaires. Nous sommes en 2002 et nous nous rendons à Hyères pour le championnat de France d'échecs jeunes. C'est ici que les meilleurs joueurs jeunes français s'affrontent selon leur catégorie d'âge. Un joueur qui a 10 ans ne va pas jouer contre un joueur qui a 18 ans car l'écart est trop important. Aux échecs, comme après tous les sports, plus on grandit, plus on est fort. Donc évidemment, il existe des catégories d'âge. Donc moi j'ai 9 ans, je suis poussin, je vais jouer contre des joueurs qui ont moins de 10 ans. D'ailleurs cette année-là, je suis champion de France en ayant gagné toutes mes parties et je suis encore fier de ma prestation aujourd'hui. Regardez cette photo. Ici, il y a tous les champions de France et leurs dauphins à Hyères. On me voit juste à côté de Maxime. Pour les plus affûtés d'entre vous, vous pouvez reconnaître des joueurs tels que Mathieu Cornette, Yannick Gozzoli ou encore même Jules Moussard, mais sur cette photo, je ne vous ai pas dit l'essentiel. Le champion des moins de 12 ans, la catégorie de Maxime, c'est Axel Delorme. Mais MVL, il a gagné quelle compétition ? Maxime a remporté le championnat de France des moins de 16 ans, qui est la catégorie minime. Il s'est surclassé de 2 catégories, parce que sa catégorie d'âge est beaucoup trop facile. Dans cette compétition, Maxime va notamment concourir avec Kevin Bordy, alias Blitzstream, qui est son aîné de plus de 3 ans. À cet âge-là, 3 ans, c'est un gouffre. Il n'y a aucun autre joueur qui se surclasse d'une catégorie, et encore moins de 2 catégories comme il l'a fait. Son talent en France est unique. Cet âge-là, pour nous tous, les échecs restaient une passion, un rêve de gosse. Être champion de France d'échecs de sa catégorie d'âge ne veut pas dire qu'on va passer un jour professionnel. Seulement le top 50 mondial peut vivre confortablement de ses revenus en tournoi. Et quand on se comparait à Maxime qui était le seul à avoir ce potentiel-là, on se disait que les échecs professionnels, c'était pas pour nous. Maxime avait une puissance de calcul qu'on ne pouvait pas avoir. La question pour lui n'était pas de savoir s'il deviendrait professionnel, mais jusqu'où il pourrait emmener les échecs français. À seulement 14 ans et 4 mois, il obtient le titre suprême de grand maître, ce qui le classe parmi les plus jeunes joueurs à jamais avoir obtenu ce titre. À 16 ans, il ne se contente plus de gagner chez les jeunes. Il devient champion de France adulte, tenant tête aux meilleurs joueurs du pays, avec une maturité déconcertante. Mais le véritable séisme mondial a lieu en 2009. En Argentine, Maxime décroche le titre de champion du monde junior. C'est le saut officiel, il fait désormais partie de l'élite absolue. Il dépasse la barre mythique des 2700 points Elo, il entre dans le club très fermé des super grands maîtres. La France tient enfin son prodige, son champion capable de s'asseoir à la table des rois. Tout semble parfait, l'ascension vers le sommet du monde paraît inéluctable. Mais dans le monde des échecs, comme dans une partie de haut niveau, le danger surgit souvent là où on l'attend le moins. Et en 2011, MVL, bien malgré lui, va être emporté dans l'un des plus grands scandales de l'histoire des échecs modernes. Cette affaire rocambolesque maintenant dans le milieu très feutré des échecs. 3 hommes, 3 Français sont soupçonnés d'avoir triché lors d'une compétition internationale il y a quelques mois. Octobre 2010. Nous nous rendons aux Olympiades d'échecs en Russie. Les meilleures nations du monde s'affrontent et l'équipe de France est là. Elle est ambitieuse, talentueuse et elle est portée par une nouvelle génération.
Parmi eux, évidemment, Maxime Vachier-Lagrave. Mais pendant la compétition, un autre nom attire tous les regards, Sébastien Feller. Il réalise un tournoi exceptionnel. Il a 6 sur 9 et une performance à plus de 2700 Elo. Il obtient la médaille d'or individuelle du 5e échiquier et gagne 5000 €. Sur le papier, rien d'impossible, car Sébastien Feller est un grand maître talentueux. Il était d'ailleurs dans ma catégorie d'âge jeune et il était déjà très fort. Mais à des milliers de kilomètres de là, en France, Johanna Pomian, vice-présidente de la Fédération française des échecs, tombe sur un message troublant. Ce message a été vu sur le téléphone de Cyril Marzolo et cela va tout déclencher. La FFE ouvre une enquête et peu à peu, un système prend forme. Bon, le schéma, il est redoutable. D'abord, Cyril Marzolo. À distance, il suit les parties de Feller en direct. Assisté d'un ordinateur, qui est déjà beaucoup plus fort que l'humain en 2010, il identifie les meilleurs coups possibles. Il ne peut évidemment transmettre directement le meilleur coup à Feller, car ce dernier, comme tous les joueurs, n'est pas autorisé à avoir un téléphone sur lui. Il lui fallait un intermédiaire. Arnaud Hochart, capitaine de l'équipe de France, est sur place. Lui est autorisé à circuler dans la salle de jeu et dispose d'un téléphone. Il peut donc recevoir les coups envoyés par Cyril Marzolo. Sébastien n'a pas d'oreillette, il n'a pas de téléphone, il n'a rien qui puisse être détecté. À la place, un système presque théâtral. Chaque déplacement dans la salle de jeu d'Arnaud Hochart était un langage codé. S'il allait au fond de la salle, il fallait jouer un cavalier. S'il était devant un tel échiquier, il fallait jouer le fou, etc., etc. Depuis son échiquier, Sébastien Feller observe et il joue, exactement comme une machine. Mais à ce stade, rien n'est encore définitivement prouvé. L'enquête avance, les analyses statistiques s'accumulent, les témoignages s'opposent. Le monde des échecs français se fracture. Les amis de Feller ne veulent pas croire son implication dans une telle triche. Le doute s'installe et la vérité n'est pas établie. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Quel est le rapport avec Maxime Vachier-Lagrave? Eh bien c'est très simple. L'entraîneur à l'époque de Maxime Vachier-Lagrave n'est autre que Arnaud Hochart. Quelques mois plus tard, Maxime Vachier-Lagrave reçoit des confidences de son entraîneur. Il lui avoue son implication dans cette tricherie organisée, et à ce moment précis, Maxime a deux choix. Il peut se taire pour protéger l'image de son entraîneur et préserver l'image des échecs français, ou alors parler et risquer de tout faire exploser dans le monde des échecs. Maxime va être courageux, il soutient par vents et marées la procédure engagée par la Fédération française des échecs et il transmet les aveux écrits d'Arnaud Hochart à la justice. Si un des meilleurs joueurs français a triché avec le capitaine de l'équipe de France, qu'en est-il des autres joueurs? Et potentiellement, qu'en est-il de Maxime Vachier-Lagrave? Ses récents résultats sont parfois remis en doute, son image est écorchée, alors que lui est une victime collatérale de cette histoire. Pour ne rien arranger, fin 2011, Maxime raconte dans son livre qu'un événement étrange a eu lieu pendant les championnats de France. Alors qu'il est jugé en partie responsable par le clan adverse de la suspension de Sébastien Feller, Maxime se fait voler sa valise dans sa chambre d'hôtel. C'est un fait qui ne sera jamais élucidé, mais dans ce contexte explosif, impossible pour lui de ne pas faire le lien avec cette affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant des mois, Maxime va vivre avec cette pression. Les tensions, les soupçons, les procédures, difficile dans ces conditions de rester concentré sur son jeu. Lui qui était en pleine ascension voit son classement chuter, de la 20e place mondiale à la 60e. Son jeu est moins serein, sa confiance vacille, mais au fond, quelque chose reste intact, son talent. Plutôt que de fuir, Maxime fait un choix simple, revenir à l'essentiel. Les échecs, rien d'autre. Moins de bruit, plus de travail. Un tournoi va marquer un tournant dans la carrière de Maxime Vachier-Lagrave, la Coupe du Monde d'échecs 2013. Ici, pas de seconde chance. Match à élimination directe. 2 parties classiques, puis des partages rapides si nécessaire. À la moindre erreur, c'est fini. Maxime est 2719, ce qui est le 23e elo du tournoi. A priori, il est seed pour aller jusqu'au 16e de finale maximum. Le début de tournoi est solide, il joue Dominguez, seed 10, qu'il bat. Il poursuit sa route et s'attaque à Boris Gelfand, seed 7, qu'il écartera au départage. En quart de finale, il affronte Fabiano Caruana, 2e meilleur joueur mondial. Il fait la différence dans les parties rapides et arrive en demi-finale contre Kramnik, seed 3. S'il accède à la finale, il sera qualifié pour le tournoi des candidats. C'est la première occasion de sa carrière de participer au tournoi le plus convoité du monde. Même s'il faut le dire, à ce stade,
personne ne l'attendait ici. Malheureusement, la partie rapide contre Kramnik est une tragédie. Il ne joue pas du tout à son niveau et il subit une défaite cuisante en seulement 20 coups avec les Blancs. C'est rarissime à ce niveau, Maxime a simplement implosé, sûrement épuisé après ce tournoi éreintant. Et l'espoir renaît. Maxime a retrouvé son jeu explosif, il est capable de faire vaciller les meilleurs, et pour continuer cette ascension, il va désormais faire appel au deuxième meilleur joueur français, j'ai nommé Étienne Bacrot. Pourquoi cette association est si intéressante ? D'une, parce que Bacrot comprend exactement ce que traverse Maxime Vachier-Lagrave. La pression, les attentes, les moments de doute, il est passé par là quelques années auparavant. Mais son apport ne s'arrête pas là. Sur l'échiquier, il aide Maxime à franchir un cap. À l'époque, Maxime est déjà un monstre de calcul, un spécialiste redouté dans certaines ouvertures, mais lorsque ses adversaires arrivaient à l'emmener dans des positions plus ternes, plus stratégiques, les lacunes de Maxime pouvaient se faire ressentir. Le style d'Étienne Bacrot est diamétralement opposé à celui de MVL. Il est plus solide, plus complet et a un jeu plus positionnel. Étienne ne va pas transformer le jeu de Maxime, c'est beaucoup plus subtil que ça, va lui apporter cette solidité qui va permettre à Maxime de s'installer parmi les meilleurs joueurs au monde. Maxime est désormais connu dans le gratin mondial comme le spécialiste de l'espagnol avec les Blancs et redouté avec les Noirs grâce à son répertoire ultra dynamique, la sicilienne Najdorf et la Grunfeld. Il rend les positions chaotiques et joue très vite pour mettre la pression à ses adversaires. Maxime enchaîne les bons résultats et devient numéro 2 mondial en août 2016. Il a alors 2819 Elo. La prochaine étape est d'aller détrôner l'intouchable Magnus Carlsen. Il est temps maintenant de vous parler du tournoi des candidats. Ce tournoi, c'est le plus mythique de l'histoire des échecs. Le principe est brutal. 8 joueurs d'élite mondiale s'affrontent dans un match aller-retour et le vainqueur de ce mini-championnat devient le challenger officiel pour aller affronter Magnus Carlsen. Et ainsi devenir champion du monde. Pour se qualifier, il n'y a pas une route, il y en a plusieurs. 2 places sont réservées pour les finalistes de la Coupe du Monde, 2 places pour ceux qui ont le meilleur classement Elo mondial durant l'année qui précède le tournoi, 2 places pour les joueurs étant le plus réguliers dans les grands prix FIDE, qui sont en quelque sorte des grands chelems, 1 place pour le finaliste du précédent match du champion du monde, et 1 place décernée sur invitation par les organisateurs. Une wildcard. La qualification pour ce tournoi des candidats ne se joue pas sur un match, c'est une course durant toute l'année. Maxime peut jouer quasiment sur tous les tableaux en 2018. Il a un gros élo, il rivalise avec les meilleurs mondiaux, tous les voyants sont au vert pour la qualification. Chaque joueur dispute 3 grands prix FIDE dans l'année. Et les 2 meilleurs joueurs qui ont obtenu les meilleurs résultats sur ces 3 grands prix FIDE se qualifient pour le tournoi des candidats. Le premier grand prix FIDE a lieu aux Émirats Arabes Unis et il finit premier ex-aequo. Le deuxième grand prix a lieu à Moscou et là aussi, il fait une performance solide en finissant 3e ex-aequo. Il a son destin entre ses mains lors du dernier Grand Prix FIDE qui a lieu à Palma de Majorque. Il doit gagner avec les Blancs à la dernière partie contre Yakovenko. The last round was extremely important for Vachier-Lagrave and Radjabov, who could qualify for the candidates tournament. Vachier-Lagrave got a very promising position against Dmitry Yakovenko. However, he could not handle the nerves and lost it. I didn't manage to make the most of my chances. Of course, if I had been, some more sharper, more accurate, I would have qualified. But it's of course tough because depending on one game. But at the same time, I'm still gonna fight. Il attaque maintenant la Coupe du Monde 2017. Rappelez du format de ce tournoi, c'est un tableau à élimination directe, il n'y a pas le droit à l'erreur. Maxime apprécie particulièrement ce format car cela privilégie les parties rapides, un domaine dans lequel il excelle. À cette Coupe du Monde, il est seed numéro 8 et il va encore surperformer. Gritshouk en 8ème de finale, Svidler en quart et maintenant il s'attaque à Aronian. Ce match décidera ou non de la qualification au tournoi des candidats 2018.
les 2 premières parties lentes aboutissent à un match nul. Dame D6, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il veut gagner? J'en peux plus, Fab, j'en peux plus. Je peux pas ne pas stresser là, c'est impossible. Et maintenant Dame E6. Et maintenant Dame E6. Je crois qu'il est fait. Bon, ça, c'est une bonne tête. Hein. Non mais là c'est fini. Il me laisse Dame F7, Dame G7, mat, tonton. Je crois qu'il va être obligé d'abandonner là. C'est bon, ça y est, c'est fini. 1-0 Tonton. Il n'est plus qu'à une victoire du tout. Il y a une nulle. Nul, on finit tout de suite. Tu penses qu'on va le faire? Tu le sens bien? Ah, écoute, surtout on a gagné la première, ouais, ça va. Il y a une qualification historique en jeu. Hein, c'est peut-être la qualification du millénaire pour les échecs français. Je sais plus quoi dire, Fab. Je ne sais plus quoi dire. Mon niveau de PLS augmente après chaque coup, j'ai l'impression. Là, je crois qu'on est en train vraiment de passer en PLS cosmique. Là. Ouais, là, il y a Dame B4, Dame H5. Non, mais ok, j'en peux. Dame B4, Dame H5, le problème c'est qu'il y a F7 en prise. Ah, merde, il a abandonné. Ah non. Oh non. Le match bascule alors dans la légende puisque les 4 prochaines parties aboutissent à des matchs nuls qui sont tous plus spectaculaires les uns que les autres. Le match reste indécis et pour se départager, les 2 joueurs vont disputer un Armageddon. La règle est épique. À l'issue de cette partie Armageddon, il y aura un vainqueur, quoi qu'il arrive. Si la partie finit en match nul, ce sont alors les noirs qui sont qualifiés. En échange de cet avantage, les blancs disposent quant à eux plus de temps que les noirs pour jouer toutes leurs parties. L'Armageddon est une règle qui permet de donner à peu près autant de chances aux blancs ou aux noirs de se qualifier. On est bien là, Fab. Non, mais là, la position, on est très bien, mais on est mieux. On va lui faire du A4 dans sa gueule, il va dégager. Black does absolutely fine here. Black does absolutely fine. Tous c'est bien, allez Max, faut pas craquer, c'est tout, faut pas craquer. Faut pas se dire qu'on joue pour la nulle. Allez, on lui met la pression, on lui met la tête sous l'eau et après, au cas où, on prendra la nulle. On est très bien là, Fab, on est énorme favori, Fab. Very, very tough task for Levon, it seems. Position-wise, they're almost equal. C'est le bordel, Fab. Attends, il y a le roi qui est parti vers B4, il y a le pion D qui part, Fab, j'en peux plus. I don't understand what's going on in this game. Mais putain, j'ai peur. Combien de coups? Bon, le roi court à nouveau défendre vers D7, mais je sais pas, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on avait avant là. I think Levon is winning. Ah mais il y a tour F1 échec. Et il y a les 2 pions qui passent. Putain non. Non Fab. Allez Fab, faut la tenir, allez une fois. Follow this one. And he still has somewhat more time. Black King is on B1 and Rook goes far away to H3 and this is the way computer defends this kind of positions. There should be checks managed. Yeah. Tout d'ordi, mais... Ouais mais regarde, il y a Dame E6 échec ou Dame F5, c'est fini Fab. On va se prendre en fiel. Bah ouais. Ok. What to do? Après cette défaite épique, malheureusement en 2017 il perdra quelques points Elo par rapport en 2016, donc il ne pourra plus compter sur son classement Elo pour être qualifié directement au tournoi des candidats, et il dit officiellement adieu à ce tournoi lorsque la wildcard est attribuée à Vladimir Kramnik. Les 8 candidats sont désormais connus et Maxime n'en fait pas partie. Le prochain tournoi des candidats a lieu en 2020. Cette fois-ci, la qualification ne peut plus échapper à Maxime. Il fait partie du gratin mondial depuis des années et des années, c'est une anomalie qu'il n'ait jamais été qualifié pour ce type de tournoi, et maintenant, il faut aller la réparer. Maxime fait toujours des bonnes performances au Grand Prix FIDE, et surtout durant les 2 premiers. Le dernier se passe à Jérusalem, et s'il gagne contre Nepomniachtchi, il sera alors qualifié.
malheureusement, une fois de plus, il tombe contre plus fort que lui. Il y avait 2 places qualificatives pour le tournoi des candidats, et une fois de plus, Maxime finit 3e. Le destin s'acharne. On est reparti avec le format préféré de Maxime, la Coupe du Monde. Cette fois-ci, il est seed 3, donc c'est vraiment un des favoris de la compétition. Ça commence bien, il bat tous ses Demon Brackets. Yakovenko en 16e de finale, Svidler en 8e et Aronian en quart où il arrive à prendre sa revanche. Demi-finale, il affronte le seed numéro 10, Temur Radjabov. There is no hope for the Frenchman unless a miracle happens. Final moment, and the rook is being Queen captured. G4 takes F5, and Temur Radjabov is in the final. Of course, this is a huge disappointment for the Frenchman that he lost today. MVL a un elo énorme, ça peut lui suffire pour se qualifier au tournoi des candidats. Malheureusement, pour 5 petits points elo, il finit encore une fois 2e derrière Anish Giri, qui lui est qualifié d'office. Pour récapituler, Maxime joue quand même de malchance. Il finit premier non qualifié à l'Elo, premier non qualifié dans la Coupe du Monde et premier non qualifié dans les Grands Prix FIDE. C'est invraisemblable, mais les portes du tournoi des candidats semblent se refuser à lui. La dernière place est attribuée via une invitation, une wildcard, qui est décernée par les organisateurs. Les organisateurs sont russes et envisagent d'envoyer Alexeyenko, le dernier russe éligible, au tournoi des candidats. Le manager de Maxime, Laurent Vera, tente de forcer le destin en publiant une lettre ouverte à destination des organisateurs pour tenter d'inviter Maxime au tournoi des candidats. Malheureusement, cette lettre sera classée sans suite. La wildcard revient à Alexeyenko. Pour l'équité sportive, on repassera. La porte du tournoi est définitivement fermée, on connaît les 8 candidats. À moins que... Des millions d'habitants placés en quarantaine. L'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. Pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. La pandémie de Covid-19 continue de bouleverser les calendriers dans le monde du sport. Les compétitions sportives sont annulées les unes après les autres et on se demande si le tournoi des candidats va être maintenu. Dans ce contexte hostile, Temur Radjabov prend une décision forte. Il refuse de participer. Je ne sais toujours pas s'il a bien fait ou non de se retirer de ce tournoi, mais une chose est sûre, une place venait d'être libérée. Et qui peut enfin participer au tournoi des candidats ? Bon, c'est génialement inespéré, mais il faut pondérer les chances de MVL dans ce tournoi. Il n'a aucune préparation spécifique. Les autres candidats ont préparé ce tournoi des mois auparavant. Lui, à 10 jours du tournoi le plus important de sa vie, il ne sait toujours pas qu'il va y participer. Et le contexte extra-sportif est évidemment lunaire. La Champions League est suspendue, Wimbledon également, la NBA, j'en parle pas. Tout le monde est confiné, aucun événement sportif n'est maintenu. Le monde entier a les yeux rivés sur le tournoi des candidats 2020. Je rappelle le format. Les 8 joueurs s'affrontent, une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. Une victoire rapporte 1 point, un match nul, un demi-point, et enfin une défaite 0. À l'issue des 14 rounds, celui qui a le plus de points remporte le tournoi et devient le challenger de Magnus Carlsen pour le titre de champion du monde. Tout commence idéalement pour Maxime Vachier-Lagrave. Dès les premiers rounds, il envoie un message clair, il est là pour gagner. Il fait match nul contre Caruana, l'un des grands favoris du tournoi, puis il frappe fort, très fort, face à Ding Liren, l'autre prétendant pour le titre. Il livre une prestation impressionnante et le surclasse. Pendant ce temps, un autre joueur est littéralement en train de prendre feu.
le joueur russe Yan Nepomniachtchi enchaîne les victoires à un rythme infernal. Après 6 rounds, il affiche le score impressionnant de 4,5 sur 6. Résultat, il est seul en tête, avec 1 point d'avance sur le deuxième, MVL. La dernière ronde de la phase aller devient alors cruciale. MVL a les blancs. En face, Nepomniachtchi. On va aller chez le champion français, là il s'est passé beaucoup de choses. Regardez, Petit Rock, finalement, qui apparemment était la première ligne de ordinateur. Énorme surprise, Maxime Vachier-Lagrave joue un coup qu'on n'avait pas du tout envisagé. F4. F4. Donc si on prend, puis on prend Dame à 6, F5, et on souhaite bonne chance à Nepomniachtchi pour se défendre ici. It still doesn't look good for Jan, I would say. It's actually a very, very important moment of the tournament. He has actually played G5 and H5. Abandon de Jan Nepomniachtchi. It's a big win for Maxime Vachier-Lagrave, I have to say. Maxime joue une partie magistrale. Il démolit littéralement le leader du tournoi. À la fin de la phase aller, les deux hommes sont au coude à coude, 4,5 sur 7. Et là, on bascule dans l'irréel. On March the 25th, Russian President Vladimir Putin addressed the nation on the COVID-19 crisis. The following morning, the Russian government announced that in 24 hours, Russia would shut down air traffic with all other countries. The FIDE president Arkady Dvorkovich announced his decision to stop the tournament, and an emergency plan was devised to urgently evacuate the players. Le tournoi des candidats est suspendu, le monde rentre dans la pandémie Covid-19. Les joueurs sont dans le flou, ils ne savent pas quand le tournoi va reprendre. Mais une chose est sûre, c'est que cette coupure risque de changer la dynamique du tournoi. Tous les joueurs en profitent pour réviser leurs ouvertures, améliorer leur préparation. Et s'il y en a un qui travaille dans l'ombre avec une intensité particulière, c'est Fabiano Caruana. Bon, Fabiano Caruana, il sait une chose. Il sait que Maxime, c'est probablement le meilleur joueur de l'ouverture Najdorf au monde. Mais il sait aussi que Maxime, il ne joue que cette ouverture. Pour que tu puisses totalement appréhender la suite du tournoi, je t'emmène sur un échiquier d'analyse. L'ouverture sicilienne Najdorf est une suite de 5 coups qui est caractérisée par la poussée du pion de la tour en A6. C'est une ouverture très réputée à haut niveau car elle peut donner des chances de gain alors qu'on joue les noirs. La contrepartie, c'est que les noirs ne peuvent pas se tromper, ils doivent apprendre énormément de coups par cœur. Car en effet, les blancs dans cette position ont une dizaine de coups, tous aussi bons les uns que les autres. Fou E2, Fou C4, Fou E3, Fou G5, H3, Tour G1, F3, F4, Dame D3, Dame F3, Cavalier B3, et sûrement d'autres. Et évidemment, sur chaque variante, il faut apprendre les sous-variantes. Sur F3 par exemple, les noirs doivent jouer E5, Cavalier B3, Fou E6, Fou E3, Fou E7, Dame D2 et H5. Maxime dispose d'un fichier de plus de 1000 coups sur l'ouverture sicilienne Najdorf qu'il doit apprendre par cœur pour ne pas perdre rien que dans l'ouverture. Mais imaginez que son adversaire, dans une variante et une ligne spécifique, au bout de 20 coups, trouve une idée qui n'avait jamais été jouée. Le tournoi des candidats ne reprendra qu'un an plus tard. Toute la France est derrière Maxime Vachier-Lagrave, plus fidèles supporters se réunissent devant la chaîne de Blitzstream. Allez la France! La France! Celle-ci fait des audiences phénoménales jusqu'à parfois devenir top 1 monde sur Twitch. Ce serait pas un marlou? Si. Est-ce que ce serait pas un marlou en chaise verte? On parle d'une chaîne francophone sur les échecs. C'est tout simplement du jamais vu. Et tous les viewers français vont assister à une partie iconique du 21e siècle. Caruana contre MVL. Et Fab, c'est parti! Allez la France! Là, c'est vraiment une question de mémoire, Fab, cette partie. Ouais. Et probablement qu'à un moment, Caruana va jouer un truc qui n'a jamais été joué, d'une côté. Oh my god, we have such an interesting position on the board. Tu la sens, la petite boule au ventre? Mais c'est 4.
Has this really happened? Okay, it looks like we do have bishop c4 on the board. What is going on after queen c4? I don't know, to be honest. Vous allez être unexpected, quoi. What kind of preparation? This is beast level preparation by Fabi. He's a piece and 3 pawns down. Caruana sort une préparation historique contre la Najdorf de Maxime, qui est obligé de rendre les armes. Allez, abandon. Terrible, Fab. Terrible. C'est une défaite brutale dans la partie la plus iconique de ce tournoi des candidats. Pendant ce temps, Jan Nepomniachtchi s'envole vers la victoire finale. Maxime, lui, continue à se battre et termine deuxième, encore une fois, premier non qualifié. C'est une énorme déception pour Maxime, mais l'année 2021 n'est pas finie. Chaque année, lors des périodes de fête, le championnat du monde de Blitz est organisé. Tous les meilleurs joueurs du monde sont là, dont Magnus Carlsen et notre Maxime national. Un Blitz, c'est une partie d'échecs très rapide. Chaque joueur a 3 minutes pour jouer l'ensemble de sa partie et à chaque coup joué, 2 secondes sont rajoutées à la pendule. Cela donne des parties stressantes où les deux joueurs sont sous pression constante. L'intuition sur l'échiquier est plus importante que les préparations sur ordinateur et ça, Maxime, il aime bien. La compétition se passe sur 2 jours et il y a 21 rondes au programme. Le joueur qui marque le plus de points est sacré champion du monde de Blitz. Quelle longue concentration, il prend son temps aujourd'hui, on sent qu'il a vraiment envie de faire un résultat, il a envie de nous montrer qu'il est capable d'aller gagner un championnat du monde. Le tournoi commence bien pour Maxime, mais il perd pied lors de la fin de la première journée. Maxime qui est en train d'avoir une position exceptionnelle. Cavalier G5, cavalier prend, H prend pour aller un petit peu encore plus enfoncer son adversaire. Ordinateur donne le gain. Oh, Maxime qui rate tour D8, fou D4. Incroyable, Maxime qui rate le gain en 2. Et Amine Bassem qui revient dans la partie. C'est terrible. Il y a encore fou C5. Il y a fou C5, les amis. Il y a fou C5. Tu peux le trouver. Il le trouve. Il le trouve. Il le trouve, les amis. T'es capable d'aller la gagner. Il est capable, Maxime. Pas si simple encore. Attention, il faut faire fou F6 ici. C'est le seul coup pour gagner. Amine Bassem qui sort une énorme défense. Maxime qui rate le gain. Maxime qui rate le gain. Il rate fou F6. Incroyable. G3. Non, c'est perdant. Non. Non. Maxime qui a complètement choc. Maxime qui a complètement choc. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Il n'est même pas dans les 20 premiers à ce moment-là. Il ne semble ne plus y avoir d'espoir. Mais si, pour une fois, dans sa carrière, il pouvait avoir un peu de chance. Quel mauvais début de journée. Et Maxime qui a gagné. C'est gagné pour Maxime. Alors je sais pas comment, mais il est annoncé 0-1. Alors il y a peut-être une nulle, hein. Il y a peut-être, c'est peut-être tombé côté Boris. Le dame B8, allez Maxime. Oh, il l'a pas, les amis. S'il l'avait, il aurait déjà joué. Si, il l'a. Et D8, dame, Maxime est de retour. Maxime est de retour. C'est roi 6 maintenant, tour A8, roi B7. C'est terminé, les amis. Maxime qui va le chercher. Il abandonne. Il est grand, Maxime. Il a l'opportunité de finir premier ex-aequo, mais pour cela, il faut qu'il gagne à la dernière ronde. Et son adversaire, c'est Magnus Carlsen. Ça fait peut-être mal ce coup. Dame G4, K prend E3, F prend E3 et ça va pouvoir prendre en G2. Maxime dans le dur. Allez, Magnus qui est en train de faire le taf ici. Faut que Maxime trouve un coup de marlou ici. Tour G4. Oh, très bien joué, tour G quattro. Il a mis la dame en F7, c'était au blanc de jouer. Le fou en E5. C'est peut-être gagnant. Il y a du dame G7 mat qui arrive. Roi H1. C'est gagnant. Maxime qui gagne. Il l'emporte. Oui, petit. Il est allé la chercher. Au bout. Il bat le champion du monde en titre.
Maxime finit premier ex-aequo et va devoir jouer un match de départage contre Jan-Christophe Duda. S'il gagne, il devient champion du monde. Les 2 premières parties se soldent par un match nul. Nous allons avoir le droit à un Armageddon. Cette fois-ci, Maxime a les blancs, il ne peut pas faire match nul, il doit gagner la partie pour devenir champion du monde. And here we see the same opening, the Spanish opening from Maxime Vachier-Lagrave. La position semble avantageuse pour Maxime qui a tout joué tempo jusqu'à maintenant. Oh, this is like going very much in Vachier's favor. Quand le ministre joue comme ça, il est quasiment imbattable. It's a trap. It's a trap. If Duda now moves his king to the corner, Vachier-Lagrave will play his pawn up. Ouh, il est pas loin. Oh, B7, ça va. KC5 à tour point F7. Est-ce que ça gagne après fou point E6 tour C7? Coming in new queen, he makes the trade bishop for knight. 6-7 finale gagne, Maxime est champion du monde. Le roi qui va monter, il va peut-être faire un coup de H4. Non, roi F3, H4 je pense. Oui, ça gagne c'est sûr. H4, le roi monte. Maxime qui va gagner. Duda le sait. Roi E6, la tour qui va partir de l'autre côté. Maxime qui hésite, tour point H5. Duda fait un mouvement là, il abandonne. Maxime est champion du monde d'échecs. Maxime est champion du monde d'échecs, les amis. Maxime est champion du monde. Champion du monde, les amis. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci à toi Kevin de nous avoir fait vivre toutes ces émotions à travers ta chaîne Blitzstream et tes commentaires qui sont devenus légendaires. Cette vidéo m'a demandé un travail titanesque. Si tu as aimé la vidéo et t'en veux encore, abonne-toi et dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Ça m'aide énormément, merci. Mon dernier mot sera pour Maxime, évidemment. J'espère que tu verras cette vidéo et qu'avec tes futurs résultats, tu me forceras à en faire une deuxième. Merci.